Alors je pense peut-être on va grouper les questions après l'exposé de Raphaël Delpar, que j'appelle. Il peut venir. Hein. Donc Raphaël Delpar est un écrivain, un historien, un cinéaste qui a notamment écrit sur les disparus d'Algérie. Voilà, donc Raphaël, à toi la parole. Et puis ensuite on fera une série de questions groupées sur l'armée française et sur les disparus. Merci, bonjour. 20 minutes. Hein. Oui, mais tu me feras signe, comme tu l'as fait aux autres. Je voudrais ajouter à ce qu'a dit notre ami M. Saboureau, en ce qui concerne l'échec du putsch, c'est qu'il y avait aussi une dimension carriériste, je pense qu'on peut dire ça comme ça, et notamment les femmes des officiers supérieurs leur disaient « Qu'est-ce que tu vas aller faire là-dedans? Pense à ta carrière, tu es arrivé à tel degré, et est-ce que tu ne vas pas te fourvoyer ?» Et que le mari, qui fut général ou colonel ou que sais-je, a écouté sa femme, tout simplement. Qu'il me soit permis de féliciter les organisateurs de ce colloque, parce que c'est vrai que cette guerre d'Algérie pèse lourd à notre mémoire et qu'elle reste encore entachée de mensonges, de contre-vérités, de saloperies qu'il faut sans arrêt dans les dîners, dans les réunions éclairées, etc. Moi je viens vous parler d'un sujet qui est les prisonniers nomades. Il faut savoir que les Algériens, donc l'ALN, n'avaient pas d'organisation carcérale pour les soldats français qu'ils faisaient prisonniers. En tous les cas, au moins au début, mais même d'ailleurs après. Donc, en l'absence de ces structures, lorsque le soldat était fait prisonnier, très souvent à la suite d'un guet-apens, etc., ou même enlevé, mais c'est encore un autre sujet assez terrible d'ailleurs, eh bien, ils étaient réunis à plusieurs soldats, et les cadres algériens de l'ALN, qui, pour certains d'entre eux, avaient servi dans l'armée française en Indochine, ou en Indochine, ça se pratiquait aussi beaucoup, qui étaient ce qu'on appelle les prisonniers nomades, puisqu'il n'y avait pas de structure pénitentiaire ou carcérale. Alors, au moment où le soldat français est arrêté, soit à la suite d'une embuscade, est aussi un moment terrible pour les jeunes soldats. Je l'ai vécu qu'une seule embuscade, et je peux vous assurer, enfin pour ceux qui l'ont vécu aussi, savent très bien que c'était un moment terrifiant. Moi j'étais dans le service de santé, et je n'avais pas, comme on le sait, j'avais un pistolet, donc je ne me suis jamais d'ailleurs servi, mais c'était terrible parce que tous ces garçons qui avaient des images de films américains, de généraux combattants, etc., se retrouvaient d'un seul coup sous les balles, et les balles, c'était pas des mouches, des frelons, c'était des balles réelles, et là, il y avait des comportements psychologiques assez terrifiants. Certains se levaient et prenaient leur arme et tiraient n'importe où, d'autres, il faut le dire, c'est humain, s'écroulaient, faisaient sous eux, appelaient maman, etc., et moi, avec mes infirmiers, on rampait pour les récupérer, pour les contrôler, pour les faire des piqûres parfois, mais nous-mêmes, nous étions évidemment sujets à recevoir une balle. Donc le prisonnier, très souvent, c'est à la suite d'un guet-apens, d'une embuscade, et il est donc évidemment immédiatement dépouillé de tout ce qu'il a sur lui, argent, faut-il le préciser, les bijoux, bien entendu, montres, etc. Et on lui enlève ses chaussures. On lui enlève ses chaussures, parce que ces chaussures, qui sont évidemment les chaussures de l'armée française, sont d'excellente qualité, et que ces chaussures vont servir à des soldats de l'ALN. Mais aussi, on leur enlève les chaussures pour une autre raison. C'est qu'on va leur donner des semelles découpées dans des pneus.
Et les gardiens eux-mêmes portent ces mêmes chaussures bizarres, c'est-à-dire des sandales, ce sont des sandales en fait, qui ont été découpées dans des pneus usagés évidemment, accrochées ligotées avec des raccords, enfin, etc. Et pour quelle raison? Eh bien tout simplement, peut-être un jour vous ferez l'expérience, ça ne laisse pas de traces. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous suivre, on ne peut pas savoir si vous allez à droite, à gauche, devant, derrière, etc. Ça ne laisse pas de traces. Donc les soldats étaient munis de ces sandales. Et beaucoup d'entre eux aussi étaient donc, on leur avait enlevé leurs chaussures militaires, mais aussi étaient pieds nus. C'est-à-dire que pendant des jours, des mois, ils ont marché pieds nus sur des terrains, évidemment, les plus escarpés qui soient possibles. Alors, comment ça se passe? Donc, le soldat est fait prisonnier, je viens de le dire, on le dépouille de tous ses biens. En principe, on lui laisse son pantalon, enfin, il n'est pas à poil, quoi, à part, je viens de dire, les chaussures. Et là, il y a plusieurs, comment on peut dire ça, plusieurs scénarios en ce qui concerne le prisonnier nomade. Soit il est attaché à d'autres de ses camarades prisonniers, ils peuvent être attachés à plusieurs, ensemble, 4 ou 5, et marcher également ensemble, et s'il y en a un qui par fatigue tombe, les autres tombent aussi. D'autres sont attachés, ont les poignets attachés, ou ont les yeux bandés, par exemple. Ce reportage vous est proposé par Acto Consulting, entreprise spécialisée dans la transformation digitale en Europe de l'Ouest et en Afrique centrale. Nos services, conseil et intégration Customer Experience, conseil et mise en place de vos programmes de carte de fidélité, outsourcing informatique. Retrouvez-nous au 15 rue d'Aïol 75001 Paris, sur www.acto-consulting.com, sur contact@acto-consulting.com et au 0033783987422. Acto Consulting. La violence n'est pas systématique. Certains reçoivent des coups à longueur de journée et à tout moment, d'autres quasiment pas. Sauf que quand il leur arrive de passer dans des villages, ce sont souvent les villageois qui viennent à leur rencontre et qui leur tapent dessus à coups de bâton, etc. Évidemment, les gardes algériens ne les défendent pas. Voilà. Donc la violence, on ne peut pas dire qu'il y a une violence systématique. Elle est, quand la violence existe, elle est terrible. Un coup de fusil, un coup de crosse dans le dos, c'est des gifles, des coups de poing, etc. Alors, donc, il y a d'abord, comme je viens de le dire, les yeux bandés, les poignets entravés, et parfois même les pieds entravés. C'est-à-dire que, comment dirais-je, ils pouvaient marcher, mais avec une corde qui retenait les deux jambes, qui fait que c'est quand même une démarche extrêmement difficile. Alors, ils marchent, mais ils ne savent pas où ils vont. Ils marchent parce qu'on leur dit d'aller là, enfin, ils sont conduits, guidés par des gardes, et il y a un témoin qui va dire qu'il a tourné comme ça pendant 3 ans, il y en a qui ont tourné pendant 3 ans, et quasiment, il a fini par repérer qu'il faisait le même circuit. Hein. Donc ils n'ont aucune idée du lieu où ils se trouvent, ils n'ont aucune idée du circuit qu'on leur fait faire, ils sont obligés de suivre le flux qu'on leur dit de faire. Ils font en moyenne 40 km par jour, hein, grosso modo, 40 km par jour. C'est un témoin qui avait réussi à calculer, grosso modo, que, donc, ce que je viens de dire, il faisait 40 km par jour. Question se pose, bien entendu, qui est l'hygiène. Il n'y a pas d'hygiène. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de toilette, ils se lavent pas les dents, etc. Et il y a aussi les besoins naturels. Alors, comment font-ils pour déféquer? Ils défèquent. Mais comment font-ils pour s'essuyer? Eh bien, c'est soit une poignée de cailloux, soit l'alpha, qui est une herbe. Ils en trouvent, évidemment, et qu'ils s'en servent pour, comment dirais-je, pour cette utilisation. Alors, la nourriture, ils ne mangent rien.
ils mangent rien, enfin ils mangent pas grand-chose. Ils mangent de l'herbe, ils mangent de l'ail, ils mangent, quand parfois ils se trouvent proche d'un village, ils ont de la semoule, on leur donne de la semoule, mais c'est une grosse bassine. Il n'y a pas de cuillère, bien entendu, il n'y a pas de fourchette, bien entendu, c'est à poignée, comme ça, et ils mangent ce qu'on leur donne. Ils boivent peu, parce que l'eau est croupie, il n'y a pas non plus de gourde qui les suit. Et d'ailleurs, j'ai étonné parce que j'ai posé la question aux témoins que j'ai rencontrés, et vous buviez de l'eau croupie, leur disais-je, mais il n'y a pas une maladie, il n'y a pas une dysenterie. Ben non, la nature est assez bizarre, et assez, sur ce plan-là peut-être, puis-je dire, formidable, parce qu'elle n'a pas... ils n'ont pas eu d'amis, ils n'ont pas eu ce genre de problème. Alors, celui qui tombe malade, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est abattu. Voilà, tout simplement. Il est abattu, on le met dans un coin, et puis on le tue. Mais aussi, parce que ils ont, les gardes, la LN et le FLN ont aussi souci de se dire qu'il y aura peut-être des rapports sur nous, qu'il faut peut-être faire des choses. Alors, il y a par exemple un prisonnier nomade, il a une rage de dents, et il se plaint auprès de son geôlier, et il lui explique qu'il a mal aux dents, etc. Et le lendemain, arrive un jeune Algérien avec une grosse mallette, et il ouvre, et c'est un petit cabinet dentaire sur le coin là, avec trois outils, etc. Et ce soldat, ce prisonnier a pu être soigné, on a pu lui enlever sa dent. Mais que lorsqu'il s'agit d'un problème sanitaire, d'un problème médical beaucoup plus grave, alors il y a certains soldats prisonniers nomades qui ont été soignés d'une façon absolument stupéfiante. On les emmène. Ils font encore des kilomètres, malgré la souffrance, etc. Ils ne savent toujours pas où ils vont. Ils arrivent dans un douar, dans un truc qui sont incapables d'expliquer, de déterminer qu'est-ce que c'est, etc. On s'enfonce dans une espèce de grotte, et au bout de cette grotte, on arrive à une pièce. Avec tout le matériel sanitaire, salle d'opération, etc. Ce qu'on ignore, ce que peut-être vous ignorez, ce que j'ignorais avant de l'apprendre, c'est que la LN et le FLN avaient bâti alors on va être prudent sur le terme, des sortes d'hôpitaux souterrains, évidemment pour l'utilisation utilisée pour ces soldats à eux, mais qu'il arrivait que de temps à autre, eh bien, la preuve en est, un soldat, un prisonnier pouvait en bénéficier. Mais ce qui est surprenant, c'est de découvrir une salle d'opération absolument nickel. C'est pas un truc bricolé avec des bassines, c'est une salle d'opération nickel, avec un chirurgien, un médecin, chirurgien qui va faire l'opération, c'est tout à fait surprenant. Alors, je passe ça. Alors, comme je vous l'ai expliqué, ce sont des gens qui marchent la nuit principalement, parce que la nuit, s'il y a les T-16, s'il y a l'aviation, s'il y a des patrouilles françaises, de l'armée française, eh bien, la nuit, ils sont moins visibles que dans la journée. Et alors, comme ils marchent donc, majoritairement la nuit, le jour, on les met dans des grottes, alors, que peut-être la LN a repéré, il y a des parcours, mais en tous les cas, improbable, donc on les met on les enfourne dans ces grottes. Dans ces grottes, il y a de l'eau qui arrive jusqu'aux genoux. Les murs, c'est du salpêtre pour faire quelque chose d'absolument impossible. Et ils ne peuvent absolument, et puis il y a la taille aussi, ils ne peuvent pas s'allonger. C'est-à-dire certains sont restés jusqu'à 8-12 heures debout, sans boire, sans manger, sans pouvoir s'asseoir, etc. C'est ce type de grotte. Si on a le temps, mon cher ami Didier ne me rappelle pas dans quelques minutes, je raconterai un
soldat dont vous avez tous entendu parler, qui était Marcel Cinquini, qui est resté 9 mois dans un trou, dans une grotte, dans le noir absolu, où il ne pouvait pas se lever, mais je vous le raconterai tout à l'heure. Donc voilà, la nuit, donc il marche la nuit principalement. Le jour, on les enfourne dans ces grottes, et puis on les ressort pour continuer de marcher. Ai-je besoin d'appuyer sur le fait que ce régime, pour n'importe quel individu le plus équilibré possible, finit par le déséquilibrer? Psychiquement, psychologiquement, c'est une atteinte terrible à la personnalité. Au bout d'un certain temps, ils ne savent plus qui ils sont. Ils arrivent même parfois à ne plus se souvenir de leur nom. Ils arrivent même parfois à ne plus parler d'une manière, enfin construire une phrase normale, un sujet, un verbe, un complément. Ils ne savent plus du tout, ils ne savent plus qui ils sont. Alors, il y a certains qui ont compris de ce qui leur arrivait, donc ils faisaient des efforts de soit dans leur tête évidemment, de chanter des petites chansons de leur enfance, qu'on leur avait appelées quand ils étaient enfants, ou encore d'essayer de retrouver des photographies dans leur tête de parents, de leurs parents, des grands-parents, souvent très curieux, beaucoup d'entre eux qui ont utilisé ce système se souvenaient de leurs grands-parents plutôt que de leurs parents. Bon, moi je ne suis pas psychanalyste, donc je n'ai pas les moyens d'expliquer pourquoi plutôt les grands-parents que les parents. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et il faut savoir que ces hommes, quand ils ont pu échapper, quand ils ont pu être libérés, quelle que soit la forme de libération à laquelle ils ont eu le droit, sont restés à vie, je veux dire, frappés par cette histoire. Moi, j'ai connu un ancien prisonnier nomade qui prenait jusqu'à 19 médicaments par jour, et dont le moyen de se retrouver, de se rééquilibrer, c'était qu'il avait, je ne sais pas, je me souviens plus bien, mais il avait soit acheté, ou soit on lui avait acheté, peu importe, un terrain pour construire une maison. Donc son truc, c'est qu'il construisait la maison. Quand la maison arrivait, il y avait un peu de les murs, et puis qu'on allait mettre le toit, il détruisait les murs et reconstruisait la maison. Voilà. Donc chacun en déduira sur le plan psychologique ce que ça peut dire. Donc voilà, il faut savoir que ce sont des hommes qui ont été marqués à vie par leur détention tout à fait particulière. Bon, la violence, je vous l'ai dit, c'est des coups de crosse, c'est des comment dirais-je, des gifles, etc. Alors, il y a aussi une violence psychologique assez terrible qui est un simulacre d'exécution. On prend un des prisonniers nomades, on l'emmène dans un coin, et puis là on lui dit, eh bien, si tu es chrétien, tu te mets à genoux et tu vas réciter la prière de ton choix. Et nous avons un tribunal, et nous allons discuter de ton sort. Hein. C'est à peu près ce qui se passe. Et donc, ils organisent un tribunal en pleine nature. Ils font venir un Algérien qui semblerait être un avocat, enfin en tous les cas, et qui va prendre la défense du prisonnier. Et donc, le prisonnier est à genoux, en prière, celui qui le désire, et qui le veut, et il entend, en arabe, évidemment, l'avocat qu'on lui a, comment dit-on ça, donné, commis, et parler de son sort, mais évidemment, il ne comprend pas ce qui se dit, et il se doute bien que ce qui se dit n'est pas forcément à son avantage. Et ensuite, très souvent, en tous les cas, on revient vers lui et on lui met un fusil sur la tempe et on lui dit, il faut que tu dises une deuxième prière. On lui dit, ça y est, c'est fini. Ou alors, il voit arriver un type qui va devant lui sortir des énormes couteaux. Ils vont me décapiter, voilà, c'est fini, quoi. Et on lui dit, tu vas faire une deuxième prière. Donc il fait une deuxième prière, on le laisse encore après, pendant 1 heure ou 2, on tourne en rond, les soldats de la LN, les geôliers tournent en rond, certains leur donnent des coups de pied, etc. Puis à un moment donné, il y en a un qui vient et qui lui dit, bon, t'es gracié. Donc mais vous imaginez ce qui se passe dans la tête de ce garçon,
prisonniers nomades, hein, quand il dit c'est fini, mais tout ce qui s'est détruit en eux. Voilà. Alors, par exemple, permettez-moi de relire, parce que j'ai fait un découpage de mes propres livres. Mais comme nous étions méfiants, nous avons pensé que c'était une partie remise. C'est-à-dire qu'ils se disent que c'est pas. Il y a ce tribunal, ça a eu une fois, mais ça va encore avoir lieu. C'est d'autant que quand ils sont obligés de traverser parfois des villages, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils reçoivent des coups des villageois. Hein, et que les gardiens ne les protègent pas. Hein. Il y a des femmes qui les griffent, qui les giflent, des coups dans les parties, testicules, etc. Et donc, quand le tribunal, et qu'ils sont sains et saufs, si je puis dire, ils sont soulagés, vous avez dû vous sentir soulagés, et à côté de ce verdict, après, ils vont être continuellement méfiants, parce que se disent que ça peut arriver à tout moment. Depuis la fin de la guerre, enfin depuis que partie de l'armée, j'ai passé mon temps, et je pense que M. Sabot va être d'accord avec moi, j'ai passé mon temps à expliquer à nos chers intellectuels, souvent de gauche, que on ne pouvait pas s'évader, on ne pouvait pas se dire on s'en va, on quitte même ces prisonniers nomades. Il y en a un seul, enfin ils sont deux en l'occurrence, qui ont réussi, c'est un coup de maître absolu, total, parce que se sauver, j'avais parlé avec Alain Resnais, vous savez qui est Alain Resnais, c'est le metteur en scène, il avait signé à l'époque le truc des 121, où c'était tous ces gens très généreux, habités dans les beaux quartiers, qui ont pu volonté ont signé cette pétition disant aux Français aux soldats français, donc je faisais partie, de quitter l'armée, voilà, de déserter. Et je lui ai dit, un jour, je lui ai dit, vous savez, déserter, c'était ok, on désertait, à part cette ordure là qui a vendu les armes dont le nom m'échappe, voilà. À part celui-là, les autres, c'est déserter, 2 kilomètres plus loin, on les retrouvait, pardon mesdames, le ventre ouvert, les testicules dans la bouche, etc. Ouais. Et ça, alors là, je dois reconnaître que parmi les prisonniers nomades que j'ai interviewés, que j'ai trouvés et interviewés, 2 ont réussi à s'échapper. S'échapper, c'est pas déserter, c'est s'échapper. C'est miraculeux, c'est miraculeux. Je ne vais pas vous le raconter parce que ce n'est pas un grand intérêt en soi. Ils ont fait semblant de ne pas se sentir bien. Un a réussi à piquer le fusil. D'abord, ils étaient isolés, ce qui est quand même aussi important. Ils étaient isolés, ils ont réussi à piquer le fusil du garde, ils l'ont tué. Et ils se sont donc sauvés. Ben bon, voilà. Mais c'est tout à fait exceptionnel. Les lieux de détention provisoire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vais vous redonner, si vous m'autorisez, à l'explication de quoi. Non, ça y est, bon, combien de temps il me reste? Il aura autant de temps que moi, lui, là? Ah ben, forcément, oui. Enfermé dans un noir complet, souvent les poignets liés, le prisonnier doit affronter les araignées, les poux, et livrer un combat sans merci avec les rats. Et on les laisse parfois des jours sans manger ni boire. Il n'est pas toujours facile de s'allonger. La place manque ou le sol est humide. Dès qu'une patrouille française est annoncée dans les parages, Jean-Claude Maillet, l'un des témoins, et ses camarades doivent passer par une trappe et se cacher dans un trou encore plus profond. À cause d'une nappe d'eau, il est impossible de s'asseoir. Les prisonniers sont contraints de rester debout pendant des jours et des nuits, le dos contre la paroi, sans bouger, sans dormir, tenant serré contre leur poitrine la maigre couverture qui leur sert habituellement de matelas. Le 20 décembre 1958, pour se rendre en permission de nuit à Sétif, Marcel S'incliner utilise un taxi. Le taxi a fait quelques mètres, qu'il est arrêté par les soldats de la LN et il est fait prisonnier. Il est arrêté, il est enlevé même, il est enlevé. C'est une autre
une autre partie aussi du martyre de ces soldats, c'est ceux qui ont été enlevés comme les civils, notamment à partir de fin 61 et début 62, où on a vu des civils et des militaires enlevés à tous les coins de vue. Il reçoit immédiatement des coups de crosse, coups de pied dans le ventre, des gifles, etc. Et on le conduit, il a évidemment les poignets entravés, et on le conduit sur un mulet. Pendant des jours, il est sur ce mulet, mais à plat ventre, sur le mulet. Il passe dans des villages. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il reçoit des coups, on lui crache dessus, il demande à boire, on ne lui en donne pas, il a faim, on ne lui donne rien à manger. Et puis, il finit par être... on l'envoie dans une grotte. On l'envoie dans une grotte où là, il y a un autre prisonnier qui est là, qui est aussi enfermé dans cette grotte. Mais on trouve que dans cette grotte, ils sont quand même trop près de la sortie, donc on leur donne l'ordre de descendre encore plus bas. Ils vont finir par descendre plus bas et ils vont finir par se retrouver absolument dans le noir absolu. Dans le noir absolu, ils sont obligés de tâter pour savoir où ils sont. Ils ne peuvent pas se tenir debout. Ils ne peuvent pas se tenir debout. Ils sont obligés de se tenir accroupis. Pour, encore une fois, pardon du détail, mais c'est important, pour faire leurs besoins. Alors, ils arrivent comment pourrais-je dire, à repérer un endroit et ils décident que cet endroit sera l'endroit où voilà, ils font le tour. Ils ont de la nourriture, c'est-à-dire que une fois tous les 2 ou 3 jours, ils entendent frapper tout à fait en haut, et là ils doivent, alors parfois, une mansuétude, il y a un soldat de la LN qui descend avec un panier, de la nourriture. La nourriture, ça se résume à de la semoule, c'est toujours de la semoule. Voilà, il n'y a pas de café, il n'y a pas de croissant. Et donc, il descend, ou bien c'est eux qui, on leur dit de monter, donc ils montent, et jusqu'à l'entrée de cette grotte, ils prennent le panier, ils redescendent, et ils doivent redescendre encore plus bas, parce qu'il y a un système que je n'ai pas très bien compris, je dois le reconnaître, où les geôliers savent à quel endroit ils se trouvent du boyau, hein, à quelle station, si je peux dire. Donc, ils sont là, et ils n'ont rien à faire, ils ne peuvent rien faire, sinon se battre, comme on l'a dit, contre les araignées, les puces. Il y a des puces dans cet endroit, les araignées et les rats. Il y a des puces et des rats. Ils passent leur journée à se battre contre ces ennemis-là qu'ils ne peuvent pas voir, qu'ils ne peuvent que sentir. Et je le répète, c'est extrêmement important. Songez qu'ils ne peuvent pas s'allonger. Ils ne peuvent pas s'allonger. Ils sont accroupis du matin au soir. Et donc, ils peuvent rester debout, pardonnez-moi, c'est un petit peu comme un détail. Mais tout de même, c'est pas vraiment. Alors, pendant 7 mois, Marcel Cinquini et cet autre prisonnier sont ensemble, puis on vient chercher l'autre prisonnier. Cinquini, on le laisse et on lui demande de descendre encore plus bas. Il faut qu'il descende encore plus bas, coup de crosse, on le pousse, etc. Il est obligé, évidemment, de s'incliner. Et puis, va arriver un sergent corse, comme lui, Cinquini, il va arriver un sergent corse, donc ils vont essayer de discuter. Le sergent corse est très fragile psychologiquement. Cinquini le fait parler, fait raconter sa vie, il parle en corse évidemment, etc. Mais la langue corse va les sauver. Va les sauver d'une façon assez curieuse. C'est qu'il y a on appelle ça, une unité de l'armée française qui patrouille dans le coin et cette patrouille découvre l'entrée de cette grotte. Là, ils vont ouvrir et un des officiers, qui est là, sous-officier, va entrer et va y aller tout doucement parce que il ne sait pas. Il
va découvrir. Et puis les autres qui sont en bas entendent que quelqu'un approche, mais en même temps, de qui s'agit-il, qu'est-ce qui va se passer, etc. D'autant qu'en descendant d'étage en étage, si je puis dire, oui, il faut que j'arrête, c'est ça? Encore 2 minutes. Bon, je finis vite, rapidement là-dessus. Ils ont perdu leur béret, ils ont perdu leur coiffe militaire, et l'autre, le Français, qui découvre, qui entre, il voit cette coiffe militaire. Ah, il se dit, il y a des Français là, mais ça peut être un piège aussi. Ça peut être un piège de l'ALN d'avoir mis, pour donner confiance. Donc, il continue malgré sa progression, et il se met au miracle à parler en corse. Et Sacchini en bas lui répond en corse. Et il lui dit, mais qui tu es, enfin, etc. Et il lui dit, ben voilà, ça veut dire. Et il le sort, Sacchini, 9 mois. Il est resté 9 mois dans cette position, cette situation incroyable. Eh bien, je ne sais pas ce que notre Sabot va dire en tant qu'ancien officier, mais il se trouve qu'après ça, on l'emmène à l'hôpital, on le soigne de ce qu'il pouvait avoir, il avait des problèmes dentaires, il était obligé de s'arracher les dents parce que ça lui faisait trop mal, il se mettait, il prenait de la terre, il se mettait comme ça, il faisait des pansements tout seul. Eh bien, on le conduit, et puis on le rapatrie à Marseille pour aller ensuite chez lui, en Corse. Eh bien, je lui ai dit, mais en Corse, à Marseille, il y avait forcément le préfet, le sous-préfet, le général de la place de Marseille, que sais-je? Pas du tout. Il n'y avait personne. Il avait encore 3 mois à faire. Eh bien, il les a fait. On est obligé à les faire. Et quand il est arrivé en Corse, j'ai dit là, la Corse était debout à vous acclamer, pas du tout. Il a cette expression qui est terrible, il dit, j'avais l'impression d'être un mouchoir sale. Personne pour moi. Voilà, je pourrais encore parler pendant des heures des prisonniers nomades. Je pourrais aussi parler des prisonniers qui, eux, ont pu être mieux traités dans des maisons à Oujda au Maroc, particulièrement, mais où ils étaient aussi dans le noir. Enfin bon, c'est une autre page de la souffrance des Français qui ont été faits prisonniers par l'armée algérienne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Raphaël d'avoir évoqué ces situations qu'on ne connaissait pas, qu'on ne trouve pas dans les livres d'histoire. Et quand on pense que certaines déclarations, comme celle des 121, évoquaient les droits de l'homme. Bon. Moi, de mon point de vue, je dirais un millier. On n'arrive pas à... Bon, avant de laisser la parole... Oui, il y a aussi autre chose qu'il faut absolument garder en votre mémoire, c'est que le soldat français qui est fait prisonnier par la LN est un otage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est, évidemment on ne lui demande pas la permission, il est lié à un Algérien qui est prisonnier en France. Et si cet Algérien qui a été arrêté parce qu'il est du FLN, etc., s'il est fusillé, le soldat français sera fusillé. C'est-à-dire que, et si le soldat algérien est libéré, pas pour autant le soldat français, pardon, je vais y arriver, ne sera pas libéré. On va lui remettre un otage. Ça, il faut garder ça en mémoire, c'est très important. Bien, merci beaucoup. Alors, avant de passer la parole, j'allais dire à la défense, c'est-à-dire Alfred Gilder pour De Gaulle, est-ce qu'il y a des questions à nos deux intervenants? C'est quand même des interventions fortes, hein, sur des sujets novateurs, voilà, inédits, disons. Voilà, est-ce qu'il y a des questions pour Roger Saboureau? Comment?
Algérie 40 ans. Bon, c'est au moins un des avantages de sa prestation. À part ce rajeunissement de 40 ans, oui monsieur? Oui, je ne pense pas. Alors, identifiez-vous et posez votre question. Moi, je suis Jean-Marie Receveur, je suis de l'UNCK, 4e. Ne pensez-vous pas que l'échec du putsch est dû au fait que les trois armées n'étaient pas impliquées de la même intensité dans la guerre d'Algérie? Parce que, en fait, la guerre d'Algérie était surtout une guerre de l'armée de terre. Moi, je suis de la marine, et je puis vous dire que, à part la DPFM qui était sur le terrain, le reste de la marine n'était pas du tout impliqué. Ceux qui faisaient la surmar, c'était pas la grande guerre. Il n'y avait pas une opposition formidable de la LN sur la mer. Et du côté de nos états-majors, je puis vous dire que pour eux, ce qui s'est passé en Algérie, c'était la perte de temps. Quand je suis rentré d'Algérie, après deux ans passés là-bas, pour avoir une autre affectation, le directeur du personnel m'a dit « Vous avez perdu 2 ans pour la marine ». Voilà. Voilà. Je reprends le micro pour la première. Je vais ajouter une autre chose. C'est quand je suis arrivé, c'était juste après le « Je vous ai compris », il y avait déjà dans l'armée des gens qui s'échangeaient des petits pantins où on tirait dessus, et c'était un pantin de général de Gaulle qui levait les mains en disant « Je vous ai compris, mais je vous l'ai bien mis ». Et puis inutile de vous dire qu'il y avait un truc qui se dressait. Oui. Merci, cher ami, pour votre témoignage. La réponse. J'ai effectivement essayé d'expliquer en disant que c'était la nature des missions qui faisait la différence. Si on est chef de un légionnaire en section de combat ou un parachutiste de légion en section de combat, c'est pas le gars qui graisse les boulons de l'avion à Tellerma. Hein, voilà. C'est tout à fait exact. Ça, c'est tout à fait exact. C'est même la différence essentielle. D'accord. Merci. Pardon. Est-ce que ça n'est pas aussi parce que beaucoup faisaient leur service militaire, n'étaient pas du tout militaires en réalité dans leur tête, et que ceux-là n'avaient pas de raison de se laisser entraîner à des choses à côté? Il y avait quand même plein de gens qui faisaient leur service et qui n'étaient pas là. Mais là, je pense que la différence n'était pas vraiment. Oui, c'est sûr que ils étaient plus fragiles, je dirais, au point de vue politique, les appelés. Mais dans nos régiments d'appelés, dans les bons moments d'appelés parachutistes, je peux vous dire qu'ils étaient aussi engagés que les autres. Para, oui, bien sûr. Non, mais il est évident aussi qu'un type qui est dans son poste isolé, qui s'ennuie, faut bien le dire, qui fait des opérations qui sont plus ou moins douteuses, bah, évidemment, il n'a pas la passion, il n'a pas le même type d'engagement et le même type de passion. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que vient de dire Madame et à ce que vous dites, cher ami Sabot, c'est que, et j'ai fait partie de cette jeunesse-là, c'est que quand, moi je suis parti, quand on m'a appelé pour faire ce fameux maintien de l'ordre, et qui était en réalité, quand on tombe dans la première embuscade, on s'aperçoit que c'est la guerre, c'est pas du maintien de l'ordre. Mais on ne savait rien d'Algérie. On ne savait rien d'Algérie. Parce que dans le bateau, on pensait qu'on allait voir des dromadaires, on allait voir, etc. C'était un film en cinémascope. On ne savait rien. Bon, moi, je viens d'un petit milieu ouvrier, etc. Nulle part, il y avait un peu de communisme dans mon environnement. Je disais, mais tu vois là-bas,
qu'est-ce que tu vas faire, fais attention, tous ces pieds noirs qui volent les Algériens, etc. C'est-à-dire que quand il y a eu les histoires du putsch, effectivement, vous l'avez indiqué tout à l'heure, cher ami Sabo, c'est qu'il y avait des comités d'appelés qui étaient absolument opposés à tout mouvement, enfin à rejoindre un putsch. Donc d'une part ils n'y connaissaient rien, d'une part ils ne savaient même pas de quoi il s'agissait, et que c'est vrai qu'à l'intérieur même du phénomène militaire, c'était une termitière qui s'est effondrée parce que des soldats appelés, dont j'ai fait partie, je ne dis pas que j'ai fait, hein, mais le parti ne comprenait rien à la guerre d'Algérie. Moi j'ai vraiment compris la guerre d'Algérie après avoir quitté l'armée. D'accord, je dirais quand même que les appelés, dans les années 56, 57, 58, étaient aussi Algérie française que les autres. Oui, mais c'est autre chose. Moi, je pars pour ma génération des années 60. Je peux vous dire que... Non, mais le vent a tourné ensuite, le vent a tourné. Moi, j'entendais des discours absolument anti-Algérie française. Anti-pieds noirs, en tous les cas. Anti-pieds noirs. Merci. D'autres interventions à Roger ou à Raphaël? Non? Alors à ce moment-là, on va... Oui, je suis encore assez curieux parce que je voudrais savoir quelle était la position du gouvernement pour se passer à l'Assemblée nationale. Il y a un proverbe qui dit que c'est toujours, le poisson commence toujours à pourrir de la tête. Alors, est-ce que notre gouvernement était capable d'assumer cette tâche de la guerre d'Algérie? Est-ce qu'il n'y avait pas des crochets qui se faisaient entre des ambitions politiques, etc. Est-ce que tout ça, c'est pas un petit peu, on va dire, déteint sur l'opinion? Je pense que quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, il a pris le pouvoir d'une façon sérieuse. Il a mis au pas l'Assemblée nationale. Il a eu une majorité, il a eu sa majorité. Oui. Je pense que le rôle du Parlement dans cette affaire a été modeste. Oui. Moi, je dirais que je rappellerai que la 4e République est tombée par la guerre d'Algérie. Donc les gouvernements n'étaient plus capables, que ce soit Guy Mollet ou d'autres, ou Mendès, etc. Et puis De Gaulle, effectivement, et attention, l'Assemblée nationale élue en 58 n'avait pas donné la majorité absolue à De Gaulle. Les indépendants étaient encore très forts, parce que sous l'ambiguïté de De Gaulle vis-à-vis de l'Algérie, a permis l'élection ou la réélection d'indépendants. Jean-Marie Le Pen a été réélu, Arrigui également. Voilà, ce n'est qu'après, évidemment, en 62, après l'affaire d'Algérie, que De Gaulle, d'ailleurs, le gouvernement Pompidou a été l'objet d'une motion de censure, ce qui montre bien que l'Assemblée de 58 n'était pas majoritairement gaulliste. Alors c'est après, en 62, effectivement, que tous les députés Algérie française, Frédéric Dupont, etc., Le Pen ont été battus, Lacoste de la Raymondie, et que, voilà, De Gaulle a pu vraiment gouverner avec une majorité stable.